On a souvent cette image mentale très ténace, presque instinctive en fait, quand on pense à la richesse et à la gestion des ressources. On visualise un immense coffre-fort en métal. Ah oui, le bon vieux coffre-fort bien lourd avec la porte blindée. C'est ça. Plus les murs sont épais, plus les serrures sont complexes, et mieux c'est. Et l'équation qui tourne dans notre tête, elle est presque enfantine. En gros, on empile les lingots à l'intérieur, on est riche, on sort un lingot, on est irrémédiablement un peu plus pauvre. C'est la mathématique de la soustraction pure et dure. Voilà. C'est visuel, c'est très logique, et surtout, ça donne une immense sensation de sécurité. Sauf que c'est une vision incroyablement statique de l'économie en fait. On se rassure avec l'addition et on est complètement terrorisé par la soustraction. Oui, c'est un réflexe humain. Totalement basique. Oui. C'est pour avoir l'illusion d'un contrôle parfait sur un environnement qui, par définition, est incertain. On s'imagine que l'économie, c'est un jeu à somme nulle. Genre, chaque pièce donnée est une pièce perdue pour toujours. Sauf que, et c'est là qu'on entre dans le vif de notre exploration d'aujourd'hui, si on se penche sur un texte antique, plus précisément les Proverbes, au chapitre 11, cette logique mathématique, elle est totalement pulvérisée. Complètement inversé même. Et ce qui est vraiment fascinant avec ce texte, et je tiens à faire une petite pause là-dessus pour que ce soit clair pour tout le monde, la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de comprendre cette mécanique. Mais on n'a même pas besoin d'avoir la moindre conviction religieuse ou spirituelle pour que la formule fonctionne. C'est important de le préciser, oui. On est sur une grille de lecture purement ontologique et sur les lois de circulation des biens. Exactement. On n'adopte aucune posture religieuse ici. On regarde ça avec une neutralité absolue. Ça se lit littéralement comme un manuel de stratégie économique à contre-courant. Et le passage central est assez provocateur pour le coup. Très étonnant. Laissez-moi citer ce passage dans sa traduction classique pour ceux qui nous écoutent. Accrochez-vous car c'est un véritable casse-tête logique. Je t'écoute. Alors le texte dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Fin de citation. Ouais, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la libéralité. Affirmer que donner génère de la richesse et que retenir mène à la ruine, je veux dire, ça heurte de plein fouet notre bon sens comptable, non ? Mais carrément. Mais pour comprendre comment cette mécanique opère, il faut regarder d'où vient ce texte en fait. La tradition l'attribue au roi Salomon. Et là, il est crucial de réaliser qu'on ne lit pas les méditations d'un ermite isolé dans le désert. Qui aurait fait vœu de pauvreté, genre. Voilà, c'est pas du tout ça. Nous analysons les écrits d'un dirigeant à la tête d'un royaume qui, à l'époque, connaît un apogée économique et commercial absolu. On parle de flotte marchande, de routes commerciales internationales, d'infrastructures monumentales. Donc on ne parle pas du tout d'une philosophie abstraite, c'est l'expérience d'un chef d'État qui gère un budget colossal, des impôts, des relations diplomatiques, commerciales, c'est du pragmatisme pur et dur, quoi. Exactement. C'est une intelligence pratique, vraiment destinée à l'administration d'une nation et au monde des affaires. Le texte renverse notre équation linéaire de la richesse en posant un nouveau postulat. L'économie, c'est pas un coffre-fort, c'est un écosystème. Un écosystème, d'accord. Et dans un écosystème, le don agit comme un catalyseur matériel. En injectant des ressources, on ne fait pas que déplacer de l'argent de la poche A vers la poche B, on crée un effet multiplicateur éthique. Ok, je vois. On déclenche de nouveaux courants d'échange qui étaient complètement invisibles au premier regard en fait. Pour rendre ça visuel, je pense souvent à l'agriculture. Ah oui, l'analogie classique. Bah oui, parce que si on applique la mentalité du coffre-fort à un agriculteur, c'est une catastrophe absolue, là. Imaginez, l'agriculteur prend des sacs entiers de graines parfaites qui ont beaucoup de valeur et il les jette littéralement dans la boue. C'est ça. S'il regarde son fichier d'inventaire à ce moment précis, C'est une perte sèche massive, son stock est au plus bas. S'il a une vision strictement comptable à court terme, il panique. totalement. Mais parce qu'il comprend l'écosystème, il sait que vider son entrepôt pour semer, c'est l'unique moyen de générer une moisson future. Garder les graines bien au chaud dans le coffre-fort, c'est la garantie absolue de mourir de faim l'année suivante, quoi qu'il arrive. C'est vraiment une excellente métaphore pour illustrer la différence entre posséder et gérer. Et c'est là qu'intervient une notion fascinante, souvent appelée oikonomia dans la pensée antique, qui a d'ailleurs donné notre mot économie. Le passage de la possession à la gérance, c'est ça ? Tout à fait. C'est le passage de la possession souveraine, où l'on se considère comme le propriétaire final et absolu des biens, à la gérance. Le gérant n'est plus un terminus où les choses viennent s'entasser et mourir. Il devient un canal.
Un canal par lequel les ressources circulent. Voilà, pour irriguer un système plus large. Et c'est en devenant ce canal qu'il transforme un capital financier qui est volatile en une monnaie beaucoup plus stable au niveau social, ce qu'on appelle le capital social. Ah, le fameux capital social. C'est ça, pour le coup, c'est une dynamique qu'on observe tous les jours dans le monde des affaires. L'argent, l'or, les actions, ça monte et ça descend avec les taux d'intérêt ou l'inflation. Bien sûr. Mais le capital social, cette confiance bâtie par la générosité passée, c'est une monnaie fiduciaire ultra résiliente basée sur la réputation d'intégrité. Et sa valeur explose précisément quand les autres marchés s'effondrent, tu vois? Ah ouais? Ah oui? Lors des grandes secousses économiques, quand le crédit bancaire est gelé et que la peur domine, qu'est-ce qui se passe? C'est cette réputation, ce réseau de confiance tissé par des années de libéralité qui sauve les entreprises ou les individus. Parce que les partenaires se souviennent. Exactement. Ils sont prêts à accorder des délais, à dépanner, à soutenir, non pas à cause d'une garantie bancaire solide, mais à cause du capital social accumulé. C'est une monnaie antifragile. D'accord, je comprends la beauté de la théorie. Mais je vais me faire l'avocat du diable un instant. Je t'en prie, vas-y. L'agriculteur jette ses graines. Très bien, il y a le cycle des saisons pour le rassurer. C'est la nature. Mais dans la vraie vie, avec la volatilité des marchés actuels, si on commence à distribuer son capital ou ses marges sans compter, Ouais, on voit le piège. n'est-ce pas tout simplement le chemin le plus direct vers la faillite? Je veux dire, si je donne tout, je meurs, c'est aussi bête que ça, non? C'est l'objection la plus naturelle, et c'est génial que tu la soulèves, parce que le texte antique la prévoit parfaitement. Il y a une distinction capitale à faire ici, une ligne de fracture entre deux comportements qui se ressemblent de l'extérieur mais qui sont diamétralement opposés de l'intérieur. Ok, dis-moi. Il s'agit de la différence entre la prudence financière, qui est valorisée comme une vertu cardinale de bonne gestion, et la thésaurisation anxieuse, l'épargne à l'excès si tu veux, qui est décrite comme une pathologie destructrice. Ah. Donc, le roi Salomon ne nous dit pas de brûler nos billets de banque, ni de jeter nos réserves par les fenêtres au nom d'une générosité cosmique. Pas du tout. Constituer un fonds d'urgence ou prévoir les années de vache maigre, ça c'est de la prudence. Absolument. La prudence, c'est l'art d'anticiper l'avenir avec sagesse. La thésaurisation anxieuse mentionnée dans le proverbe, c'est totalement autre chose. C'est une rétention motivée exclusivement par la peur du manque. Quand l'accumulation devient une fin en soi, en fait. Voilà. Et cette pathologie, elle entraîne la pauvreté à travers trois mécanismes très concrets. Le premier, c'est la stagnation pure et simple des ressources. On peut imaginer une rivière qu'on bloque avec un barrage, mais sans aucune vanne de sortie. Ok, donc on accumule, on accumule. Au début, on crée un grand lac, on est super fier de sa réserve, mais très vite, l'eau ne circule plus. Elle croupit, elle perd sa valeur d'usage, sa valeur vitale. Une ressource soustraite au mouvement de la vie finit par s'atrophier. Pour filer cette idée d'eau stagnante, ça me fait penser à une expérience physique très simple, tu vas voir. Ah, je vois. Je t'écoute. C'est comme retenir sa respiration par peur de manquer d'air. Sur le coup, la première seconde, le cerveau se dit « Ah, génial, j'ai les poumons pleins, suis riche en oxygène, j'ai le contrôle de la situation. » C'est une super image, ça. Mais très vite, la chimie du corps change. Ce besoin d'accumulation devient littéralement étouffant pour le système. Toxique même. Oui, l'oxygène se transforme en dioxyde de carbone. Le système s'étouffe et s'empoisonne de l'intérieur, précisément parce qu'il refuse de relâcher ce qu'il a pris. Le seul moyen de recevoir du nouvel oxygène vital, c'est de commencer par expirer ce qu'on retient. C'est une illustration physiologique parfaite de ce qui se passe au niveau économique et social. Et d'ailleurs, ça nous amène au deuxième mécanisme de destruction, l'isolement relationnel. Ah, c'est-à-dire ? Celui qui épargne à l'excès, qui presse ses fournisseurs, qui sous-paie ses collaborateurs, juste pour gonfler ses marges par peur de l'avenir, il brise complètement la réciprocité. Et le drame se joue au moment de la crise. Quand le vent tourne. Voilà. Ce décideur a peut-être un compte en banque bien rempli, mais quand la tempête frappe, il est totalement seul. Il s'est privé de l'intelligence collective et du soutien de ses partenaires, car il les a asséchés au lieu de les irriguer. Il a construit des murs de coffres-forts tellement épais qu'il s'est emmuré vivant à l'intérieur, en somme. C'est exactement ça, c'est terrifiant quand on y pense. Et le troisième mécanisme en découle directement, c'est l'atrophie de la foi et de la vision. L'horizon stratégique qui se réduit. C'est ça. Quand la peur de manquer devient le seul moteur décisionnel, l'horizon se rétrécit dramatiquement. On ne cherche plus l'innovation ou la création de valeurs partagées, on cherche uniquement la protection de l'existant. Et ça déclenche une spirale de rareté autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on crée soi-même le problème qu'on essayait d'éviter. Exactement. Plus on s'isole pour protéger ses acquis, moins on crée d'opportunités, ce qui justifie a posteriori notre peur initiale.
On finit par créer soi-même la pénurie qui nous terrorisait. C'est effrayant de voir à quel point c'est psychologique. Donc, si retenir sa respiration asphyxie le système, comment fonctionne concrètement la mécanique inverse? Je veux dire, comment le fait de relâcher l'air, d'irriguer le système, assure-t-il notre propre survie? Le texte affirme quand même, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Derrière cette formule très poétique se cache en fait la loi du feedback systémique, ou la boucle de rétroaction. C'est la reconnaissance d'une interconnectivité organique dans le monde. Ok. En soutenant ou en rétribuant justement autrui, le bienfaiteur s'assure que l'environnement global dont il dépend reste sain. Servir l'autre devient littéralement son assurance-vie, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. D'ailleurs, en préparant cette émission et en réfléchissant à cette boucle de rétroaction, j'ai eu une petite illumination. Ah bon? Dis-moi tout. On a l'impression d'explorer une sagesse poussiéreuse vieille de 3000 ans, mais en fait, on retrouve cette mécanique exacte au sommet de la modernité technologique. C'est fascinant. C'est tout le principe de l'écosystème open source dans la Silicon Valley. L'open source? Ah, ça, c'est un parallèle inattendu. Comment tu relis ça à l'idée d'arroser pour être arrosé? Imaginez un développeur brillant, ou même une grande entreprise de la tech. Dans une logique classique de coffre-fort, de thésaurisation anxieuse, ils écrivent un code source révolutionnaire, ensuite ils le verrouillent à double tour, ils mettent des brevets partout, engagent des avocats et facturent l'accès au prix fort. Le modèle propriétaire classique, oui. Sauf que dans l'open source, ce même créateur prend ce code qui vaut potentiellement des millions et il le publie gratuitement sur Internet. Il décide littéralement de le donner à tout le monde. Il arrose la communauté, pour reprendre les termes du texte. Ce qui semble être une pure perte d'actifs immatériels en apparence. Exactement, une pure folie comptable. Mais que se passe-t-il dans la réalité? Des milliers d'autres développeurs de Tokyo, de Berlin, de Sao Paulo s'en emparent. Ils sont ravis d'avoir cet outil gratuit. Ils sont arrosés. Voilà. Mais en utilisant, ils trouvent des bugs, ils détectent des failles de sécurité, ils l'optimisent. Et ils renvoient ces améliorations gratuitement dans le pot commun. Résultat, quelques mois plus tard, le créateur initial récupère un logiciel infiniment plus puissant et sécurisé que s'il avait payé sa propre armée de testeurs en interne. C'est brillant comme comparaison. En arrosant l'écosystème avec son code gratuit, il a été arrosé en retour par l'intelligence collective mondiale. Son don initial a créé une richesse qu'il aurait été incapable de générer seul. C'est la sagesse des proverbes appliqués au développement logiciel. C'est une démonstration magnifique de l'abondance partagée. L'énergie dépensée pour nourrir un système ouvert revient systématiquement nourrir sa source, et souvent de manière exponentielle, sous des formes qu'on n'aurait jamais pu anticiper. C'est magique, presque. Oui, mais ça soulève quand même un défi majeur de praxis. C'est-à-dire? La théorie de l'abondance partagée, elle est séduisante. Tes exemples sont superbes, mais l'analyse de notre source insiste sur le fait que l'éthique doit se muer en action. Comment on opérationnalise ça? Comment un dirigeant, ou simplement n'importe qui, gérant son propre budget, peut appliquer ça concrètement aujourd'hui? Ah, c'est là qu'on passe à la pratique. Si on déduit des directives stratégiques à partir de ce texte, on trouve 3 grandes orientations. Je suis tout oui. La première, c'est l'allocation intentionnelle aux dons. L'idée, c'est de faire de la générosité une véritable ligne budgétaire prioritaire. Pas simplement un reliquat aléatoire, tu sais, les restes à la fin du mois une fois qu'on a tout payé. Décider en amont de diriger un flux vers l'extérieur. Très clair. Et la deuxième orientation, elle concerne le tissu relationnel. C'est la culture de la générosité envers les collaborateurs. Aller au-delà des contrats stricts, c'est ça? Exactement. Adopter une redistribution audacieuse qui reconnaît vraiment la dignité du travail de l'autre. Ça renforce la loyauté et ça rend l'institution plus solide face aux crises. C'est l'antithésaurisation par excellence. Et la troisième directive, Peut-être la plus difficile. c'est le refus total du paradigme de la rareté. C'est adopter un cadre mental d'abondance partagée pour remplacer les décisions dictées par la peur par des stratégies basées sur l'audace créatrice et la confiance. Ce troisième point est la clé de voûte. Tant qu'on reste piégé dans un schéma psychologique de rareté, la générosité ne sera perçue que comme une amputation douloureuse. Bonne. Dis-moi. N'y a-t-il pas un paradoxe terrible dans le fait d'inscrire la générosité comme une ligne comptable fixe? Est-ce que planifier le don de manière aussi froide ne lui enlève pas sa noblesse de cœur? Ça ressemble à une obligation administrative au bout d'un moment. C'est une interrogation très pertinente. Mais la réalité de la nature humaine prouve souvent l'inverse.
Cette intentionnalité, en fait, c'est exactement ce qui protège la générosité des fluctuations de notre propre peur. Comment ça? Si le don n'est qu'une impulsion spontanée liée à la sensation de confort du moment, que va-t-il se passer à la première annonce d'inflation ou au premier coup dur? Bah, on arrête de donner. Exactement. La peur reprend le volant instantanément. En planifiant le don, en le gravant dans le marbre du budget, on décide à froid que la peur ne sera plus le capitaine du navire. C'est une manière d'ancrer l'abondance si profondément que les vagues d'anxiété ne peuvent plus l'emporter. Ah, vu comme ça, c'est extrêmement libérateur. Si on fait un peu la synthèse de tout ce voyage conceptuel, la prospérité véritable, ce n'est pas un stock qui prend la poussière dans un coffre-fort isolé. Pas du tout, non? C'est une participation active à un mouvement circulaire, un flux généreux. L'économie, vue à travers cette lentille antique, c'est pas une guerre pour des ressources finies, mais un écosystème interdépendant. Ça nous force vraiment à un appel à l'introspection, pour nous et pour ceux qui nous écoutent. Comment est-ce qu'on perçoit nos propres ressources? Sommes-nous des terminus anxieux ou des canaux de distribution? Des vrais gérants, en somme. C'est une question fondamentale. Et d'ailleurs, ça m'amène à une dernière pensée provocatrice pour conclure notre dossier d'aujourd'hui, une piste de réflexion inédite. Je suis curieux, vas-y. Si toutes ces lois de réciprocité, ce danger de la rétention et cette boucle de rétroaction s'appliquent à l'argent et au capital, comment ça s'applique à notre ressource moderne la plus rare aujourd'hui, notre attention? L'attention. Ah oui, dans notre économie de l'attention. Voilà. Dans notre société hyperconnectée et chronophage, on développe tous, presque par réflexe, une épargne excessive de notre temps. On retient notre attention de peur de s'engager, on morcelle tout, mais épargner son temps à l'excès ou retenir son attention, est-ce que ça ne nous isole pas exactement comme l'avare avec son or? C'est une perspective vertigineuse. Si l'on suit la logique des proverbes, peut-être que donner délibérément de son temps et offrir une écoute profonde à quelqu'un, c'est le seul moyen de se sentir soi-même, finalement, pleinement rassasié dans un monde distrait. C'est sur cette réflexion qu'on va vous laisser méditer aujourd'hui.